faire aujourd'hui, alors on vous met un peu au parfum rapidement. On avait cette salle, donc cette salle c'est une salle municipale. Donc on a fait les démarches dans les règles, donc ça fait plus de 3 semaines que la salle nous a été accordée, donc via l'association lilloise. Et il y a 2 jours, il faut savoir que la mairie nous a envoyé un email nous signifiant que la salle ne serait pas attribuée, donc prétextant une réunion de la mairie. Donc comme on peut voir aujourd'hui, il n'y a personne dans la salle. Donc l'interdiction a été faite quand en réalité on a commencé à communiquer au niveau de la presse et à un grand public du débat de ce soir. Donc au débat, donc, il y avait pris Tariq Ramadan, Marc-Edouard Nab et Nabil Nasri. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'on nous retire une salle. On a déjà organisé une conférence il y a quelques mois. On a réussi à la maintenir parce qu'on a joué, on n'a pas diffusé l'information, on n'a pas donné nos intervenants. Aujourd'hui, on a diffusé sur qui devait intervenir et on nous a... Juste pour dire quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, j'étais étudiant, en 2003, à l'Université de Provence. Déjà à l'époque, on nous avait retiré une salle au dernier moment parce qu'on a organisé une conférence avec Tariq Ramadan. 10 ans plus tard, on est en 2012 et la France souffre de la même maladie, de la même imposture, c'est-à-dire que le PS et la France en général et une grande partie de la classe politique s'assoit et piétine les principes qu'elle est censée faire respecter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a marre du 2 poids 2 mesures, il y en a marre des délits d'opinion et on ne peut pas accepter en tant que citoyen européen, en tant que citoyen français, d'être à ce point humilié, d'être à ce point maltraité pour délit d'opinion tout simplement. On est en 2012 et je ne crois pas que dans un autre pays européen, on puisse subir un abus de pouvoir aussi flagrant. Donc moi, si j'ai un message à donner, c'est de maintenant transformer cette colère légitime de dizaines de personnes, et j'espère de milliers à travers la France, en sanctionnant le Parti Socialiste, en sanctionnant, je pèse mes mots, le Parti Socialiste, pour ce énième abus, et en disant aux élections prochaines, présidentielles et législatives, qu'on vous sanctionnera ici à Lille et ailleurs. Parce que tous ceux qui se taisent au sein de ce parti, qui nous interdit, là, ce soir, d'avoir un débat public, de partager une soirée de réflexion, ne sont pas dignes des principes républicains et des principes qu'ils sont censés respecter au sein de leur parti. Je ne sais pas si l'UMP oserait commettre un tel abus. Donc il y en a marre, ouais certainement, c'est vrai, mais en même temps c'est un petit peu petite pipe, mais là il y en a marre, c'est-à-dire que ça suffit, on est en 2012 et qu'on a en droit en tant que citoyen de se faire respecter et on n'a pas à criminaliser la parole de tel ou tel du fait de ses opinions. Donc Inch'Allah, j'espère que le PS comprendra ça et en tout cas on sera là au présidentiel, aux législatives et après pour tenir ce discours Inch'Allah. C'est une réaction Tariq. C'est ma faute, il paraît, mais c'est pas pour ça que je me sens coupable. Parce qu'il paraît que Tariq, c'est déjà beaucoup. Alors moi, en plus, là, c'est ça qui a fait exploser la mairie. Mais il n'y a pas de quoi s'étonner, parce que cette gauche, dont on a vu l'aboutissement d'ailleurs avec l'affaire Strauss-Kahn, c'est de la gauche socialiste bontin jusqu'aux extrémistes, soi-disant extrémistes de gauche, elle est complètement vérolée de part en part depuis une trentaine d'années. Et il ne faut pas croire que ça, elle va donner plus de liberté, elle le prouve encore une fois. Donc il faut arrêter d'avoir encore une idée idéale de la liberté d'expression qui serait attachée à une certaine gauche. Moi j'ai connu cette vraie gauche libertaire de l'époque de Harakiri par exemple, avec le professeur Choron, etc. Ça c'était vraiment la liberté d'expression poussée à son point ultime. Et ça s'est complètement perverti au fur et à mesure des années. Donc ça n'étonne pas que la mairie socialiste et qu'une Martine Aubry, que je compare dans mon dernier livre à un bulldog, ait montré les crocs quand elle a vu, elle ou ses sbires, qu'il allait avoir peut-être une association tout à fait imprévue, impromptue et imprévisible entre deux figures sulfureuses de la liberté d'expression dans ce pauvre pays qu'est la France. Merci. Voilà. Bon, moi encore une fois, Nabil disait tout à l'heure que ça fait 10 ans, il y avait déjà des interdictions. C'est un traitement auquel je suis habitué en France depuis en tout cas 20 ans. Et j'avais l'impression que ces dernières années, on allait voir ouvrir des portes parce qu'il y a eu effectivement une ou deux invitations. Et ben voilà, on continue, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on a des
intellectuels, on a des responsables de partis politiques qui, sur les plateaux, en campagne, défendent les droits, la liberté d'expression, les droits humains, qui donnent des leçons au monde sur ce que devrait être l'Afrique du Nord avec le soulèvement des peuples, ce que doit être le Moyen-Orient, les horreurs qui se passent en Syrie. Et quand on regarde comment ils traitent les choses dans leur pays, eh bien le minimum de ce que devrait être la liberté d'expression, de ce que devrait être la transparence démocratique, n'est absolument pas respecté. Et pas simplement à gauche, parce que s'il y a à dire et à faire la critique réelle de ce que devient aujourd'hui le Parti socialiste avec des citoyens français qu'il continue à nommer d'origine immigrée et avec lesquels on a quelques prête-noms, les gentils, ceux qui finalement ne posent pas trop de questions, qui sont en accord avec la gauche molle ou les positions molles, ou qui se taisent sur les discriminations, sur le nouveau racisme qui sévit en France aujourd'hui vis-à-vis des musulmans et qu'on appelle à juste titre l'islamophobie. Eh bien, cette gauche-là, elle a trahi ses idéaux et ça fait longtemps, mais c'est pas les seuls. Dans le dernier mois, il y a 4 autres institutions qui viennent d'intervenir exactement de la même façon, c'est-à-dire que ce sont des étudiants qui s'engagent à organiser des conférences, ce sont des organisations qui mettent sur pied, et tout à coup, eh bien l'autorité, soit universitaire, soit la mairie, eh bien intervient à droite de la même façon. Et donc ce qu'il faut dire, il ne faut pas attendre de l'UMP autre chose que ce à quoi l'UMP nous a habitués, c'est-à-dire de grands principes sur la liberté, mais la liberté uniquement protégée pour certains et pas pour les autres. Donc aujourd'hui, la conclusion de tout ça, à mon sens, elle est effectivement de regarder cette classe politique et de leur dire, loin de vos propos électoralistes qui veulent mobiliser les gens uniquement pour gagner les prochaines élections, on vous prend au mot. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que vous n'êtes ni digne des valeurs que vous proclamez en termes de droits humains, en termes de moyens d'expression. Non seulement la droite comme la gauche, vous avez été à l'étranger des soutiens aux dictatures, mais vous êtes à l'intérieur des promoteurs de discrimination effective, caractérisée quand il s'agit d'une certaine classe sociale, quand il s'agit d'un certain type de citoyen, et qu'aujourd'hui cette parole que vous nous enlevez dans cette salle, eh ben on va la retrouver, que ce soit par internet, que ce soit par tous les réseaux alternatifs, et nous serons entendus. Et si aujourd'hui vous pouvez encore faire mine de pouvoir être en tête d'élections que vous voulez gagner, eh bien moi ce que je peux dire, c'est qu'il y a un certain nombre de citoyens aujourd'hui qui ne sont pas forcément de confession musulmane, mais qui sont des gens qui sont exclus de vos paramètres aujourd'hui, qui si aujourd'hui vous pouvez les négliger pour gagner, eh bien demain ils seront présents pour vous faire perdre. Et puis c'est ce que je peux espérer pour la France aujourd'hui, c'est que ceux qui sont autant en contradiction avec les valeurs de la République qu'ils défendent, à un moment donné, soient en face de leurs propres contradictions. Et si j'ai un message à transmettre à tous les citoyens français qui m'entendent maintenant et qui nous entendent ce soir, c'est de dire, au lieu d'être les victimes de politiciens qui jouent de vos votes, soyez des êtres responsables qui les mettez en face de leurs responsabilités. Et à tous ceux qui mentent en période d'élection, il faut qu'il n'y ait qu'un seul résultat, c'est qu'ils aillent vers leur défaite politique ou leur défaite même en termes de projet social. Il faut autre chose pour la France que cette espèce de déni de droit. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Marc-Édouard Nab, le rebelle, qui a failli avoir un prix littéraire dans cette saison. Marc-Édouard Nab, l'homme qui arrêta d'écrire. Alors c'est autopublié, c'est chez Marc-Édouard Nab, attaché, marc-édouardnab.com. On peut dire que c'est un gros, grand et beau roman.
Je trouve que vous devriez au moins lui accorder cela. Les procès qui consistent à faire des analyses psychologiques vis-à-vis d'un président de la République qui a quand même une légitimité extraordinaire auprès des Français de par la manière dont il a été élu est quelque chose qui, je pense, mérite d'être respecté. Non, mais Ensuite, je récusais sa deuxièmement, légitimité. Je récuse pas sa légitimité. Quand vous parlez de transgression, quand vous parlez de transgression, qu'y a-t-il de négatif à vouloir en long, en large et en travers? Qu'est-ce qu'il y a de insultant, problématique, méprisant, agressif, qui utilise des grossièreté, on peut effectivement aborder psychologiquement. Qu'est-ce qu'il y a de problématique à ce que une personnalité politique vous parle de sa volonté d'aller au-delà des contraintes, de dépasser la fatalité, de se battre contre tout ce qui pouvait empêcher son épanouissement personnel à travers la transgression? C'est cela. Moi, c'est ça que j'entends. Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez à travers ce mot, mais je trouve justement que c'est considérer que la loi est faite pour être dépassée, alors que lui, il est censé la garantir en tant que ministre de l'Intérieur. Vous l'avez pas compris. On a un spécial de la transgression ici. Transgressif peut-il s'exprimer? Oui. Je dis, la France va mal, vraiment. La France ne va pas mal parce que Sarkozy est au pouvoir. C'est parce qu'on ne parle que de Sarkozy. L'émission a commencé depuis 5 minutes et encore une fois, ça devient un débat sur Sarkozy. Non, mais c'est extraordinaire. Non, mais ça, il faudrait vraiment s'interroger et peut-être psychanalytiquement sur cette question. Parce que même à l'époque, De Gaulle, là, il y a son anniversaire de sa mort, je ne pense pas qu'à l'époque de De Gaulle, on parlait tout le temps, sans arrêt, de De Gaulle comme ça. Vous n'étiez pas né. Non, j'étais né. Ah oui, là, c'est vraiment. Et dans tous les débats, Monsieur Drucker le sait bien, il a bien vécu ça. Il n'y avait quand même pas sans arrêt dans toutes les émissions des remises en question du gaullisme ou de l'antigaullisme. C'était pas le sujet principal, on est d'accord. Mon métier, étant la télévision et les médias, il y a une chose qui me frappe. Si on va dans les archives de la presse d'opinion, hebdo ou quotidienne, représentée par France, si on va dans les archives de la presse People, si on va dans les archives de la presse audiovisuelle, à l'INA, audio et télé. Il y a plus de choses sur Sarkozy en 5 ans que sur les 14 ans. C'est vrai, c'est ce que je viens de dire. Sur les 14 ans de présence au pouvoir de François Mitterrand, et même, on peut y ajouter, sur les 2 mandats de Jacques Chirac. Et de Gaulle. Jamais, oui. Et comme il y a une superposition, il y a l'homme politique et il y a l'homme privé. Or, la grande nouveauté, c'est mon avis, et la grande différence qu'il y a entre De Gaulle, entre Pompidou, entre Giscard, entre François Mitterrand et Jacques Chirac et Sarkozy, c'est que Sarkozy est d'une autre génération, mais quelque part, vous allez bondir, c'est une star, c'est une rockstar, qui aime les médias. Le meilleur homme de télévision que j'ai jamais vu. De Gaulle aussi était une star, une musette star. Oui, mais il n'y avait pas, mais il n'y avait pas toute cette presse-là. Oui, voilà. Donc je voudrais qu'on s'interroge maintenant dans les émissions. Pourquoi on est obligé de parler de Sarkozy comme sujet? J'en finis. La superposition de l'homme politique et de l'homme privé font qu'il y a une surexposition à l'insu de son plein gré, si j'ose dire. Une fois qu'on a fait la une du Point, et que le Point ou l'Express ou l'Observateur met le couple Sarkozy, Cécilia, Nicolas Sarkozy, ou Carla Bruni, Sarkozy à la une photo publique. Une fois qu'on la diffuse, France ne dira pas le contraire, c'est sans son accord, puisque c'est une photo qui a été prise dans un lieu public. Eh bien tout ça, au bout de 3, 4, 5 ans, fait qu'il y a une saturation. Mais il n'y a pas encore de saturation. Mais j'ajouterais que... Je vais vous dire quelque chose. Quand je demande au patron de presse pourquoi encore Sarkozy, pourquoi, c'est ce qu'on me dit. Ça fait vendre. Ça fait vendre. Alors donc il correspond au sexe. Avant c'était le sexe, c'était le porno dans les années 70 qui faisait vendre. On mettait des culs et des seins et maintenant c'est Sarkozy. Je veux dire qu'il y a combien, je veux dire que... Franchement je préfère les fesses et des seins. Ça n'amuse pas forcément Nicolas Sarkozy d'être... Non, il n'est pas responsable, je sais. Non, il n'en est pas responsable. Je sais. On va essayer de faire plaisir maintenant à Marc-Édouard Nab. On va arrêter de parler définitivement de Nicolas Sarkozy. Stop la politique. On va passer à Sigmund Freud. Ça, c'est autre chose. Mais moi, je crois que je préfère quand même les passages de votre apostille où vous mettez en valeur un hédonisme lumineux qui peut régénérer justement la psychanalyse en la débarrassant de certaines obsessions sexuelles, parce que aujourd'hui, on a tendance à montrer comme subversif tout ce qui veut détruire, tout ce qui veut démolir. Dans votre démolition de Freud, il y avait par moments un certain manque de générosité, ce côté... vraiment, on va tout raser, que j'aime bien sur la religion avec vous, que j'aime un peu moins sur la psychanalyse, ne serait-ce que parce qu'on a besoin de la psychanalyse pour sauver quelques névrosés qui tombent dans la religion. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, quelques névrosés dans la religion extrême,
Mais la question, c'est pas celle-là. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on doit réhabiliter une façon d'être subversive, lumineuse et positive quand on est truffé? Alors voilà, Marc Edwarnab, voilà, justement, j'allais venir à pardon, je vais lever un malentendu. Quand justement nos plateaux de télévision, notre débat public sont truffés de faux subversifs, destructeurs, réactionnaires, racistes, façon Alain Soral, Marc Edwarnab ou Éric Zemmour, dans un autre genre. Quel drôle d'association, quel trio bancal. Il y a un profil psychologique sans faire d'analyse extrêmement cohérent. Oui, alors je voudrais qu'on revienne à ça, c'est plus intéressant, sur la psychanalyse. C'est intéressant, le livre d'Onfray, il est formidable. Tout à fait, mais je parle de ce qu'elle a dit là. La psychanalyse, il faut la combattre, il a raison. Moi j'ai écrit un texte en 84 qui s'appelait La vie sans Freud, qui est d'ailleurs imprononçable ici. On pourrait même pas le lire à haute voix tellement il est violent. Et je n'ai pas argumenté comme il l'a fait. Tout à fait, mais ça c'est très important. Il faut pas la nier, mais il faut se battre contre. Et alors lui, il s'est attaché à Freud, il a eu raison. Moi, ça serait plutôt justement Lacan. J'ai une relation conflictuelle avec Lacan qui est toujours fructueuse. Je pense que c'est très fructueux de se battre contre cette mise en grille, en cage de l'inconscient. Et surtout, par exemple, pour un artiste, c'est pas un hasard si la psychanalyse est venue assez tard, on va dire, et que beaucoup d'artistes ne se sont pas pliés à cet exercice. Parmi les plus grands dans le XXe siècle. Vous imaginez un Picasso ou un Marcel Duchamp acceptant une psychanalyse vraiment poussée qui pourrait détruire son imaginaire et justement sa fonction subversive. Et au XIXe siècle, s'il y avait eu des psychanalystes convaincants qui seraient arrivés à mettre sur le divan des Dostoïevski ou des Balzac ou des Arthur Rimbaud, vous imaginez, au Harare, quand on a vu la photo récente, c'est pas être fou que de ne pas être psychanalysé. Est-ce que Céline est allée sur le divan? Non, mais Céline était très intéressé par la psychanalyse et justement quand il a fait ses études de médecine et même plus tard, il est allé à Vienne aussi et ça l'intéressait beaucoup. Il ne voulait pas nier ça, mais on ne peut pas s'en servir d'une façon artistique. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un grand combat entre l'art et la psychanalyse. Oui, non, mais c'est que je suis très déçu par ce que j'entends de Michel Onfray. Il se défend de populisme et de démagogie et il ne fait que ça depuis tout à l'heure, tout en glissant toujours systématiquement un ministre de Sarko, vous me faites rire, un ministre de Sarko qui me dit ça, je rêve vraiment. À l'encontre de gens qui font partie de ce gouvernement. Donc je ne vois pas en quoi les réformes qui sont menées... vous recommencez à les défendre là encore oui, parce que je ne vais pas vous laisser raconter n'importe quoi. Et si vous me permettez que j'aille jusqu'au bout de mon propos, ce serait bien. Et que vous respectiez aussi l'avis de ceux qui sont en face de vous. Il n'y a pas de vous qui devez avoir raison. Mais quand... non, je ne défends pas Sarkozy. Je défends une réforme à laquelle je tiens. Parce que je trouve qu'elle est... Enfin, des retraites. C'était une parenthèse. Parce que je trouve qu'elle est... Avant de retourner à Michel Drucker. Arrêtez. Mais c'est de ça, c'est ça que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que c'est de ça que le peuple dont il parle crève, étouffe, d'entendre dans les médias sans arrêt des discussions qui n'ont aucun intérêt, qui sont oiseuses dans un sens comme dans l'autre, sur la politique. La vraie politique, elle n'est pas là. On laisse terminer Ramayad et on revient à Michel Nietzsche, en effet, ou Sade, ou même à la limite Lacan ou Freud, vous voyez, revenons à des questions humaines fondamentales. C'est de ça que les gens crèvent. Écoutez, je suis absolument pas... D'abord, on dit déjà les jeunes, ça veut rien dire. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce que vous pouvez, ne doivent pas être... Marc Edwarnab, est-ce que vous pouvez laisser parler Ramayad une seconde? Connecté à la politique. Elle a du mal à parler. Je finis ma phrase. Non, mais attendez, je vais parler parce que vous n'arrivez pas à parler tout à l'heure. Non, parce que vous m'avez interrompu. Je finis juste la phrase. Et après, vous continuez. Et vous allez voir que vous allez retomber dans la politique. Moi, j'essaie de vous élever de la politique. Moi, je suis... Non, attendez. Vous méritez mieux que la politique, Madame Yadé. Non, mais Yad, je revendique de faire partie de la politique. Je sais. Mais je vous dis que les jeunes n'ont pas besoin d'être connectés avec la politique. Ils ont besoin d'être connectés avec la jeunesse. Allez, on laisse répondre Ramayad et puis on revient à Michel Drucker. Non, je trouve que ce propos, il est totalement, complètement à côté parce que justement... À côté de la politique. Le discours qui consiste
à décrédibiliser, à moquer en permanence la politique, alors que c'est là que ça se décide, que vous le vouliez ou non. Non, que ça vous ne se le vouliez décide ou pas non. là. C'est là où vous vous trompez, ça ne se décide pas là. En cherchant à éloigner les gens de la politique, le résultat c'est quoi? C'est que vous le laissez confisquer entre les mêmes mains des mêmes personnes. Vous les empêchez d'avoir un idéal avec vos critères politiques. Vous les empêchez d'atteindre une utopie qu'ils ont en eux et qui est juste d'être vivants. C'est ça que vous le voyez. Que vous le veuillez. Parler la ministre, s'il vous plaît, une seconde quand même, qu'elle puisse s'exprimer. Parce que une moi, forme de caractère, mais pas la voix elle est un peu trop gentille. Il faut dire que c'est demain la journée de la gentillesse. Hein. Oui, en plus. Et là, c'était apparemment la journée de la méchanceté. Moi, je suis poli, C'est moi le vrai gentil, vous le savez bien. J'interromps pas parce que je suis poli. Mais simplement, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous risquez, avec un propos comme ça, de tomber du côté de ceux qui voudraient justement que le peuple s'éloigne de la politique, pour qu'il reste entre les mains des professionnels et des experts. Et c'est ça, c'est ça qui tue le société moderne. Parce que c'est là que ça se décide, c'est là que les réformes sont faites, c'est là que les lois sont votées, c'est là que les débats ont lieu. Et c'est là même que l'idéal finit par tomber. On a compris, on revient. L'homme qui arrêta d'écrire, présenté comme un roman qui n'est pas autobiographique d'ailleurs, parce qu'en fait c'est un livre sur la fin de l'écriture, la fin d'un monde. C'est un livre assez désespérant. Oui. Finalement. Oui, mais sur notre société, sur l'acculturation. C'est la relation entre un vieil écrivain, c'est moi, qui a arrêté d'écrire, qui a pris cette décision-là et qui rencontre un jeune blogueur qui va l'entraîner dans ce monde que lui ne connaît pas. Voilà. Et ça m'a permis d'explorer moi-même, avec mon propre corps, ces mondes-là que je ne connaissais pas bien, qui sont Internet, les jeux vidéo, mais aussi les endroits où il y a de la mode, où il y a des people, où il y a des médias, tout ça. Voilà. Je me suis investi moi-même dans cette exploration pour pouvoir donner de l'espoir. Parce que c'est ça qu'on disait tout à l'heure sur la jeunesse, et qui croit que c'est ce monde de paillettes et surtout parisien. C'est pour ça que c'est un livre parisien, mais non pas parisianiste, mais il faut bien décrire Paris, ce qui est l'enfer de notre France. C'est là où tout se passe de plus horrible, on va dire, dans ce monde-là. Et c'est ça que j'ai essayé de transgresser et de transposer dans un roman où tout est faux, mais tout est crédible. C'est la fin d'un monde. Ah oui, c'est la fin d'un monde. Ça, c'est vrai. On est obligé de le reconnaître. Vous voyez la tristesse de notre époque. Non, arrêtez. Bah, c'est une émission très gaie, là. Ah oui, moi, mais bien sûr, parce que je me bats contre... Jusqu'à présent. Oui, mais je me bats contre cette détresse. Oui, ben voilà. Voilà, on sent l'africaine, on sent la... Comment ça ? Ah oui, parce que moi, je sais... Ah, en quoi ? Justement, dans cette... Moi, je connais bien les Africains, et vous avez vu tout de suite que vous avez un ministre français en face de vous. Oui, mais pour moi, c'est... Vous avez oublié ça ? Ah non, je ne l'oublie pas, mais pour moi, c'est un immense compliment. Si vous m'aviez lu, vous le sauriez. Très bien. Non, c'est-à-dire, il ne faut pas dire les jeunes, mais là, vous dites non, mais elle a vu quelque chose qui est typiquement africain, j'ai le droit de le dire. Madame la ministre, attends, Ramaya veut enchaîner. Marc-Édouard Nab, sur l'exotisme avec lequel il parle des Noirs, mais il ne faut pas se vexer parce que la façon dont il parle des homosexuels, la façon dont il parle des femmes, la façon dont il parle des Juifs, vous copiez ce que dit est Gérard à peu près de ce Miller. niveau-là. Vous n'avez pas l'air d'être un grand humaniste. Vous en êtes là, je suis pris entre deux feux. C'est quelqu'un qui pense qu'être subversif aujourd'hui, c'est dire loutre à la place de juif, c'est dire nègre à la place de noir, c'est dire pédé à la place de moi. Répétez ce que Gérard Miller dit. On est loin de la psychanalyse que nous combattons. J'ai vu juste ce que j'ai vu dans votre dernier livre. Vous avez un ennemi commun. Là, Gérard Miller, on voit dans le dernier livre. J'ai une question à vous poser sur le... Alors justement, vous êtes considéré comme un réac. Le début de votre bouquin commence par cette rencontre avec l'univers d'Internet. Très sincèrement, ça vous émerveille ou est-ce qu'Internet est le faire-valoir de votre attachement au passé? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous allez deux, c'est bien vu. Parce que il y a un émerveillement et c'est ça que j'essaye de raconter dans ce duo qui à mon avis très très émouvant aussi, c'est de voir quelqu'un qui n'est pas fermé à la modernité, au contraire, et c'est cette modernité apporte quelque chose à l'ancien monde que moi je représente, qui est le monde du papier. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Je l'ai auto-publié, mais il est réel, il est concret. Il y a beaucoup de gens même parmi dans des jurys célèbres des prix littéraires qui ont cru que c'était sur Internet, qu'il était en numérique. Non, il existe. Je me sers d'Internet pour diffuser ce livre, pour le distribuer. Mais je tenais beaucoup à ce qu'il soit du vrai papier, que la matière soit là.
il y a 25 ans, vous avez dit écrire, c'est tuer tout le monde. C'est être subjectif et donc tuer tout le monde. Vous l'avez dit chez Pivot, quasiment à la même heure. Est-ce que l'homme qui a 50 ans aujourd'hui et qui se fait prendre la main par un blogueur au début de son livre, homme qualifié de réac, mais qui se laisse emmener vers une certaine modernité dans les jeux vidéo, dans quelque chose qui pourrait sembler à un homme du passé que vous revendiquiez être il y a 30 ans, est-ce que vous avez changé? Est-ce que vous êtes plus tourné vers l'avenir? Vous savez, une fois qu'on a tué tout le monde, on ressuscite tout le monde. Voilà, c'est la suite. C'est la suite théologique, je dirais, si vous voulez, si je vais prolonger votre métaphore. J'aimerais aussi, j'ai été absolument emballée, je dois avouer, par au début. Les 100 premières pages. Parce que je trouve que c'est absolument magnifique. L'homme qui arrête à d'écrire, c'est l'albatros baudelairien qui est renvoyé dans les rayons d'H&M, qui est devant l'ANPE, la rencontre avec le blogueur, le massage ayurvédique. C'est absolument génial. Et puis après, j'ai plus du tout compris, parce que tout d'un coup, ça devient le bottin mondain. Et alors ça, vraiment, ça m'étonne. Oui, c'est moi qui dis ça, effectivement. C'est pour ça que j'ai une expertise sur le sujet. Ça devient le bottin mondain, c'est un défilé de people. Là, c'est très psychanalytique. On me reproche toujours à moi ce que les autres sont eux-mêmes. C'est très curieux. Il faudra... Alors, écoutez, je projette certainement, mais ce qui est fascinant quand même, c'est que ce monde-là que vous décrivez avec un name-dropping incessant, dont vous êtes censé être en marge, on a l'impression qu'il vous fascine et on a l'impression surtout que c'est le seul qui peut vous comprendre. Parce que quand on ne connaît pas tout ce petit milieu, qu'est-ce qu'on comprend de ces personnages? Tout. Parce que chacun est représentatif de ce qu'il est. Voilà, j'ai pas de... C'est souvent un nom. C'est souvent un nom. Non, c'est un nom d'ailleurs déformé, comme vous savez. Ou enfin, à une lettre près. Ah oui, mais c'est important. Vous connaissez les règles romanesques quand même. Donc c'est ça qui les transforme en personnages fictifs. D'ailleurs, tout est faux et pourtant c'est exact. C'est ça qui m'a porté. C'est que le blogueur l'emmène dans différents mondes dont quand une fois on en est sorti, on a compris ce qu'était ce monde. Et c'est pas pour ça qu'on a envie d'y vivre. Au contraire, on en est plutôt dégoûté. On n'a pas du tout l'impression que vous en êtes dégoûté. C'est un petit peu décevant quand même. Si, j'en suis dégoûté. Marc-Edouard Nab, ça fait 30 ans que vous êtes sur les plateaux de télévision, présenté comme le type infréquentable, boycotté par tout le monde. Vous en rajoutez, vous faites de la pub pour Ahmadinejad, vous faites de la pub pour la burqa. Tout ce qui est détestable, vous le défendez pour avoir ce côté sulfureux. C'est votre avis, c'est votre façon de voir les choses. Du coup, on se dit, mais attendez, excusez-moi, c'est vu comme ça, du petit bout de la lorgnette. Du coup, on se dit, parce que tous les snobs de Paris vous adorent, et tous les snobs de Paris disent, oui, bon, c'est vrai, il est très réac, il est très raciste, mais il écrit divinement. Alors du coup, je suis ni réac ni raciste. On se dit, mais bon Dieu, ce garçon doit avoir le talent de Louis-Ferdinand Céline. En revanche, j'écris divinement. Et en réalité, quand on ouvre votre livre, on croit trouver Céline. Et qu'est-ce qu'on trouve? Mais effectivement, je suis d'accord avec Délaïde, le bottin mondain, une fascination pour le milieu parisien, une fascination pour les boîtes à partous, pour les animateurs de télé défraîchis. Mais une réponse, Marc-Edouard Nab, et puis après on passe à la suite. Pas à la hauteur de votre sulfureuse réputation. Je réponds pas. Réponse? Non. Sans réponse. Je dis que quelqu'un qui veut connaître de ce dont il parle, il faut qu'il le vive. Voilà, c'est comme la télé, moi, je suis passé chez Drucker. J'avais 19 ans. J'accompagnais mon père dans une émission en 1978. Votre père, Marcel Zanini, tu veux ou tu veux pas? Avec Sam Oudiard, qui est notre batteur, et nous avons joué devant Nino Manfredi et Gérard Depardieu. Et Drucker a demandé à Depardieu, ça vous plaît ça? Il a dit oui, c'est très frais comme musique. Et voilà, moi ça me suffit. Dans une jeunesse, quand on a 19 ans, ça permet de savoir qu'il existe des gens comme ça. Je suis content d'avoir vu Nino Manfredi et Gérard Depardieu ce jour-là en 1978. Et ça n'a rien à voir avec un bottin mondain. Ça forme aussi des individus dans leur jeunesse, de savoir ce qui se passe aussi dans différents mondes. Alors, Marc-Edouard Nab. J'ai tout dit là, en 2001, avant même la guerre d'Afghanistan sur Bush, vraiment j'ai plus rien à rajouter. Qui crève, oui, si vous voulez. C'est un peu ça. Vous restez toujours très sulfureux parce que vous avez beaucoup soutenu Mahmoud Ahmadinejad, le président iranien, qui est négationniste, antisémite, et surtout, aujourd'hui, qui pend tous ses opposants pour délit d'opinion. Enfin, c'est la provocation, vous savez. Non, mais attendez, il a beaucoup pendu ces temps-ci. Oui, je m'en fous, c'est pas mon non, mais vous ne le soutenez plus. Mais je soutiens ça ce qu'il fait. Quand il exige d'avoir la bombe atomique, soi-disant, alors qu'il ne veut même pas l'avoir, quand il estime avoir le droit d'avoir son propre projet nucléaire, là je le soutiens, bien sûr, ce qui est normal. J'avais écrit un tract en 2007 là-dessus, et pour l'instant, on va voir ce qui se passe. Vous savez, politiquement, je me suis très peu trompé. Vous trouvez sain qu'un type comme ça puisse avoir l'arme nucléaire? Vous avez vu les propos qu'il tient? Mais il y en a bien d'autres, il y a bien d'autres pays qui ont l'arme nucléaire. Oui, mais... Heureusement qu'on est en direct, sinon ça serait peut-être coupé au montage. Mais Israël a aussi l'arme nucléaire et tout le monde trouve ça très bien. Enfin, vous ne pouvez pas comparer les deux pays. Non, vous ne pouvez pas comparer les deux pays.
pouvez pas comparer les deux pays oui, quand même. Non, on peut pas mettre sur le même plan. Non, mais sérieusement, on peut pas mettre sur le même plan Israël et l'Iran. Il faut pas comparer les deux pays parce qu'il y en a un qui vraiment s'est acharné sur un peuple comme celui de Gaza et l'autre pas. Vous avez raison, attendez, l'Iran demande, le président iranien demande la destruction d'Israël. Israël n'a jamais parlé de la destruction de l'Iran. C'est faux. Je l'ai expliqué dans mon temps. Moi, je veux bien revenir là-dessus, mais c'est quand même anecdotique dans tout ce que j'ai fait. Des milliers de pages. J'ai fait un tract qu'on peut trouver d'ailleurs sur Internet gratuitement, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que pendant les 4 ans où j'ai écrit le livre, j'ai quand même pu faire des tracts sur l'actualité, parce que ça m'intéresse beaucoup de faire de l'actualité. Et ces tracts sont gratuits, étaient affichés dans la rue, et j'ai donné comme ça beaucoup de mes textes. Mais là, et ensuite, maintenant, évidemment, je reviens à une autre façon de me faire lire, qui est de construire moi-même mes livres et de les vendre sur Internet, en dehors de tout système de distribution et de diffusion classique. Alors, si vous me permettez, là, vous êtes en train de noyer le poisson. Moi, j'ai envie de revenir sur Ahmadinejad. Mais pourquoi ? Vous le soutenez aujourd'hui ou pas? Non, mais vous l'avez soutenu. Mais je l'ai pas soutenu. Vous le soutenez aujourd'hui ou pas? Mais attendez, vous l'avez soutenu à travers des textes. Non. Vous le soutenez aujourd'hui, vous le soutenez plus. Je n'ai fait qu'un texte sur Ahmadinejad où je disais qu'il était d'ailleurs très comique. Je vous renvoie au prix qu'il a reçu par un groupe de rabbins antisionistes, et qu'il avait le droit de ne pas être soupçonné par le monde entier de vouloir la bombe atomique, alors qu'il voulait simplement faire un projet nucléaire civil. Bon, alors, c'est tout. Il est négationniste, il est antisémite, il est militariste. Non plus. Vous ne le soutenez pas. Vous le soutenez pas. Je n'ai pas à soutenir un homme politique. Je ne suis pas un homme politique. Je n'ai aucun ni pouvoir ni aucune vocation à soutenir aucun homme politique de la terre entière. Même ceux dont je partage certaines idées. Là, vous me rassurez quand même un peu, parce que vous aimez défendre l'indéfendable, mais là, quand même, il y a des limites. Hein. Oui, c'est vous qui le fixez. Oui, mais enfin, le président iranien... Non, mais j'ai d'autres soucis et d'autres préoccupations que le président iranien. Mais alors, est-ce que vous n'êtes pas enfermé avec le temps quand même dans une posture, celle de l'écrivain maudit? C'est les autres qui m'ont maudit. La preuve, vous voyez, personne ne veut débattre avec moi, donc je pourrais me sentir extrêmement maudit de ça, mais j'en suis très fier. Je m'en fous. Je me fous complètement de ma réputation, de ce qu'on peut dire. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler, avancer, faire mes livres, écrire, en dehors de tout ce système qui n'a fait que essayer de m'étouffer pendant 25 ans, de m'empêcher d'avancer. Et je ne suis pas le seul. L'histoire littéraire, ce qui m'étonne, c'est que les cultureux ne se renseignent jamais sur ce qui s'est passé avant. Et s'ils lisaient l'histoire littéraire, ils s'apercevraient qu'avant moi, il y a eu d'autres exemples. Ils verraient un peu plus loin et ils sauraient que c'est vraiment piteux pour eux et déshonorant de recommencer les mêmes erreurs avec moi, comme ils l'ont fait avec mes prédécesseurs du 19e siècle. Oui, mais alors justement, avec votre physique, qu'est-ce qu'il a, mon physique ? On a du mal à vous prendre pour un méchant type. Je ne sais pas pourquoi. On se dit, il fait tout pour se rendre haïssable. Mais pas du tout. Je dis juste que il voudrait être l'ennemi public numéro 1, mais vous avez du mal. C'est pas ça votre problème Non, j'ai pas de problème, d'abord. Ensuite, l'ennemi public numéro 1, il existait, c'était Mesrine, que j'aimais beaucoup aussi. Et lui aussi avait un drôle de physique. Ça, les mauvaises causes, oui, ça, vous êtes toujours là. Non, c'est les bonnes causes, justement. Et puis non, c'est pas que je suis méchant. Ou alors je suis très très méchant, parce que celui qui dit ce qu'il pense, il est forcément méchant. Et aujourd'hui, il faut réhabituer, c'est une éducation à faire sur les enfants, dès qu'ils sont... D'ailleurs, les enfants disent toujours ce qu'ils pensent. Il faut les habituer et leur ordonner de continuer à dire ce qu'ils pensent, même adultes. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Je vois pas où est le mal là-dedans. En lisant ce gros livre que j'ai lu vraiment, et que j'ai aimé, j'ai aimé en étant souvent très choqué d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qui m'ont beaucoup choqué. J'imagine. Vous n'aimez personne, Le passage sur Bernard-Henri Lévy, on se dit, mais pourquoi tant de haine? Il n'y a aucune haine, au contraire. Oui, vous dites qu'il corrompt tout le monde. Enfin, vous êtes épouvantable. Bien sûr, vous le savez d'ailleurs. C'est horrible. Vous êtes plein placé pour le savoir. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde tremble devant lui. Moi, j'ai pas peur, et d'ailleurs, il le sait. Et je pense d'ailleurs qu'il doit avoir une certaine estime pour le fait que je ne sois pas un lèche-cul, comme le sont la plupart des gens qui l'entourent et qui travaillent pour lui ou plus ou moins pour lui. Vous voyez, donc il fait sa route, c'est très bien. Et je dis d'ailleurs que c'est peine perdue de vouloir lui envoyer des tartes à la crème ou d'essayer de le combattre d'une façon anti-littéraire. Moi, c'est d'ailleurs, ce ne sont pas des combats, ce sont des transpositions littéraires, et je fais ça dans ce livre comme dans bien d'autres. Et ce que vous dites sur Solers, franchement, je ne peux même pas le lire tellement c'est dégueulasse. Oui, mais vous savez, c'est physique, en plus, il y a des attaques physiques, ça, c'est des trucs, c'est des trucs d'extrême droite. Non, pas du tout. Marc-Édouard Nab, oui, bien sûr. Rabelais était d'extrême droite pour raconter et pour décrire les gens physiquement, qui étaient ses propres amis. Non, mais Léon Daudet, qui avait beaucoup de talent, qui parlait de Rabelais.
vous, et qui faisait de très bons livres. Tout à fait. Il était d'extrême droite. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un problème, c'est vrai. Léon Blois, il n'était pas. Non, moi j'ai un problème, c'est que j'ai peut-être une phobie du vieillissement et j'ai une horreur de ça. D'ailleurs, ça se voit bien dans le livre là, de la mort des autres d'ailleurs. Et j'aime pas voir mes amis vieillir et déchoir. Et quand je vois Solers, pour moi, c'est pathétique quand on sait ce qu'il a été de voir où il en est aujourd'hui. Et parce qu'il sa stratégie. Parce que c'est votre ami en plus, Solers. Si vous traitez vos amis comme ça. Oui, mais j'ai cessé de le voir depuis presque une dizaine d'années parce que je ne veux pas voir vieillir mes amis. Hystérique, c'est incroyable. Je ne veux pas voir vieillir, pourrir les gens que j'ai aimés. Voilà, alors ça serait intéressant, c'est un vrai débat, c'est presque psychanalytique. Pourquoi j'ai une phobie qui peut passer pour de la haine ou de la méchanceté vis-à-vis de la lumière qui se ternit? Pourquoi? Voilà. Bah oui, mais je pose la question. Oui, c'est pas à moi de répondre, je peux pas être à la fois le malade et le docteur. Et vous, comment vous vivez votre vieillissement? Vous commencez à vous haïr aussi? Pour l'instant, je ne vieillis pas. Je me haïrai quand je vieillirai. Donc c'est pour ça, je n'ai aucune haine de moi-même. Donc rassurez-nous, ça viendra. Ça viendra. À 51 ans, vous devriez déjà. Oui, mais pour l'instant, vous savez comme moi que les Capricornes. Vous n'êtes pas loin de la carte vermeille. Les Capricornes ont beaucoup de mal à vieillir. Vous le savez bien. Regardez dans quelle forme vous êtes. Merci. Donc on a beaucoup de temps encore devant nous. Alors, comme vous passez rien à personne, Marc-Édouard Nab, j'aimerais que Alain Zanini maintenant rentre en scène, votre double, enfin votre vrai nom, et pose quelques questions bien dégueulasses à Marc-Édouard Nab. Ce serait laquelle? Une question? Ouais, même deux si vous voulez. Puis vous répondez après. Marc-Édouard répond après. Il pourrait lui demander t'as pas honte d'avoir changé de nom? Voilà. Et là, alors là, je lui répondrai non. Et d'ailleurs, j'ai pour ça la validation de mon propre père. D'ailleurs, on a discuté de ça il n'y a pas très longtemps et il m'a dit tu as eu raison de changer de nom. C'était à cause tu veux ou tu veux pas, c'est ça? Oui, vous ne vouliez pas qu'on vous ramène cette chanson? Oui, mais je voulais pas aussi être... moi, je suis le contraire d'un fils d'eux ou de pistonné. D'ailleurs, vous connaissez l'anecdote, quand je suis allé à Rakiri à 15 ans et demi pour porter mes dessins, j'ai pas dit que je m'appelais Zanini. D'ailleurs, j'ai presque improvisé sur les dessins en signant Nab parce que c'était le sobriquet qu'on me donnait à l'école. Et c'est bien plus tard, quand Choron, le professeur Choron m'a signé mon premier chèque, qu'il a fallu que je donne mon vrai nom. Ouais. Et là, il a vu Zanini, il m'a dit amène ton père la semaine prochaine et je suis allé avec lui. Voilà. Et vous avez fait un concert? Oui, bien non, mais j'ai jamais été pistonné grâce à lui. Et je connais bien le problème des fils d'eux. J'en parle d'ailleurs. Vous avez un passage dans cet horrible lieu qui est le Baron où je rencontre des fils d'eux et j'explique à quel point c'est douloureux et que c'est une vraie tragédie pour un fils d'eux de garder le nom de son père et de faire le même métier que lui. Et moi, j'ai fait exactement le contraire. C'est-à-dire, j'ai changé de nom. Et j'ai fait un autre métier. Si je joue de la guitare, c'est vraiment uniquement pour lui faire plaisir tous les mois au petit journal. Bah, c'est bien. Ah, ça, c'est mon devoir filial. Attendez. C'est un grand jazzman, votre père. Ah oui, tout à fait. Et puis, vous savez ce qu'il a vécu, il le dit toujours lui-même, et d'ailleurs j'en parle beaucoup dans mes livres, j'ai recueilli la plupart de ses souvenirs. Cette période américaine de 1954 à 1958 était bénie. C'est extraordinaire d'être parti en immigrant. C'est pour ça que moi je connais bien tous les problèmes d'immigration et d'émigration, puisqu'ils sont partis avec ma mère en Amérique à l'âge du 25 ans, uniquement pour écouter ces idoles de jazz. Alors, au fond, là, on se rend bien compte, vous essayez, vous faites tout pour qu'on vous déteste, on a du mal, hein. Vous êtes assez attachant, en fait. Hein. Ouais. Musicien, c'est emmerdant, hein. Ouais, musicien, peintre, hein, d'ailleurs, pas mal du tout. Hein. On va voir d'ailleurs des peintures de vous, là. Céline, notamment Céline, votre auteur préféré, hein. Léon Blois, ça vous lui ressemblez beaucoup par la colère, hein, Léon Blois, on l'a un peu tous oublié, mais c'est un colérique. Ce sont les idoles de ma jeunesse, ils le sont restés d'ailleurs, et ça d'ailleurs, je dis ma jeunesse parce que ce sont des peintures de jeunesse. Voilà, ça, quand j'ai peint ça, j'avais 22, 23 ans, quoi. Mais c'était à l'époque où justement je voulais absolument faire de la peinture, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire. Voilà, puis on va voir défiler d'autres gouaches, alors, notamment de Tolstoï. Hein. Oui. Et d'ailleurs, j'ai exposé toutes ces peintures à l'époque, si on peut dire, de ma traversée du désert, quand j'ai été viré de ma maison d'édition précédente. C'est ce qui m'a donné toute l'énergie et aussi les moyens, en vendant mes peintures, de pouvoir créer cette auto-édition que j'appelle l'anti-édition. Parce qu'il ne s'agit pas de créer sa propre petite maison d'édition. J'ai autant de mépris pour les grands éditeurs que pour les petits. Pour moi, ça n'existe pas tout ça. Les petits veulent être des grands, les grands méprisent les petits, et tout ça, évidemment, les auteurs en font les frais.
Donc maintenant, il faut prendre les choses en main, nous autres écrivains, et écrire pour nous-mêmes. Et de toute façon, il y aura toujours des lecteurs. Le texte est plus fort que tout. Il faut oublier la carrière et vraiment, il faut penser juste à la lumière de l'écriture. Bon, bah, c'est bien parce que il y a de la lumière dans l'homme qui arrêta d'écrire. Enfin, qui a quand même écrit près de 700 pages. Hein, c'est auto-édité, donc il faut, pour se le procurer, aller sur le site il est épuisé, Marc-Édouard Nab attaché.com. Voilà, mais malheureusement, il est épuisé, donc il va falloir attendre quelques temps pour qu'on le réimprime. Voilà, alors Marc-Édouard, vous restez avec nous. Si vous voulez. Pour le débat qui suit. Peut-on encore tout dire, hein? C'est vraiment un débat pour vous. Et ce débat vous est présenté par Ali Ribéi. On regarde. Le président d'un grand pays, parce que l'Iran c'est un grand pays, qui dit qu'il faut rayer Israël de la carte. Il n'y a ni rayé, ni Israël, ni carte. Quand il dit qu'il faut rayer Israël de la carte, je pense qu'il est sincère. Mais non, il n'a pas dit ça, justement. Vous voyez, non, effacer. Non, il n'a pas dit. Alors, bon, vous voulez qu'on parle de ça tout de suite? Oui, on va le tout à faire. fait. Il a fait une citation de Khomeini en disant « L'imam a dit que le régime occupant Jérusalem devrait disparaître de la page du temps. » C'est ça la vraie phrase. Oui, c'est pas mal. Oui, bon, alors, je voudrais savoir pourquoi on répète sans arrêt, et mondialement, vous n'êtes pas les seuls porte-voix, ces phrases où dans la phrase il n'y a ni rayé, ni Israël, ni carte. Le président iranien ne cesse d'affirmer qu'Israël doit être rayé de la carte. Rayer Israël de la carte. Rayer Israël de la carte. Rayer de la carte l'État d'Israël. Rappelle encore les phrases, les fausses phrases, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. C'est une méthode qui est connue des dialecticiens depuis l'Antiquité. Exactement. Même Adolf Hitler. N'oubliez pas l'histoire récente parce que c'est celle-ci qui va vous revenir dans la figure. Et la société littéraire de notre époque, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont les hommes de lettres qui la constituent et ce sont eux qui osent donner des leçons aux autres alors qu'ils sont nuls et qui sont le contraire de la littérature, qui se sont mis en bataille rangée d'une façon militaire pour empêcher la littérature d'exister tout en étant d'une négligence et d'une ignorance du passé que beaucoup de jeunes étudiants ne pourraient même pas soupçonner. Ils croient que ces gens-là de 40 ou 50 ans qui se disent soi-disant lettrés sont forts et ils sont nuls. D'ailleurs, je vous ai apporté un petit exemple pour vous montrer l'état de décrépitude et de déchéance dans laquelle la littérature se trouve. Vous avez le magazine littéraire, vous voyez, ça vient de sortir, c'est très récent ça, de Dostoïevski, un numéro spécial sur Dostoïevski, qui quand même fait 70 pages, alors avec les soi-disant plus grands spécialistes de Dostoïevski, qui sont des branleurs totaux, pseudo-intellos, qui comprennent rien, ni à l'œuvre, ni à la souffrance de Dostoïevski. Et là, nous avons, et ça c'est le plus drôle, nous avons à la fin un article tentant à démontrer la correspondance entre Nietzsche et Dostoïevski. Le petit problème, c'est que la photo que vous avez n'est pas celle de Dostoïevski. Celle-là, c'est pas Dostoïevski. Donc il faut un numéro sur Dostoïevski, ils ne connaissent pas la tête de Dostoïevski. Il s'agit de Michel Dostoïevski et non pas de Fédor Dostoïevski. C'est-à-dire le frère de Dosto, celui pour qui il a payé ses dettes et ces personnes, ni la documentaliste, ni les patrons de cette revue, que je ne veux même pas citer pour pas salir ma bouche, n'ont réagi une seule fois en se disant peut-être que c'est... Non, ils s'en foutent. Ils font ça par négligence pure et on retrouve ça dans tous les domaines. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut... C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de complexe. J'ai confondu vis-à-vis des lettrés d'aujourd'hui. Ce sont des branleurs. J'ai confondu Catala et Manzoni, donc vous voyez. Voilà, vous voyez, vous-même. Moi-même, voilà. J'en prends mon. Mais vous avez ça, c'est partout. C'est pas seulement dans la littérature, dans la télévision, par exemple aussi. Vous avez Canal+, cette chaîne. C'est celle-là que je tape le plus d'ailleurs dans le livre parce qu'elle me semble symptomatique de cette escroquerie. C'est-à-dire que au moins TF1, c'est marqué dessus, comme je dis. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir de la dope, qu'il va y avoir la Star Academy, la ferme célébrité.
vérité, tout ça. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Mais Canal+ se fait passer pour une chaîne non seulement intelligente, mais pertinente, avec de l'humour, alors que c'est jamais que de la tarte à la crème. Oui, mais vous voudriez voir du sublime partout. Est-ce que la télévision est le terrain du sublime? Mais non, il n'y a pas de raison de voir du sublime partout, juste de la vérité, de pas escroquer justement, le public à ce point-là. Je finis sur la télévision, parce que vous m'empêcherez pas de parler de Canal+, entre autres, bien sûr, parce que on les fait applaudir, ils applaudissent. Ici, personne n'applaudit, alors que ça le mériterait des fois. Mais tandis que si vous avez à Canal+, ce sont des foules entières qui sont sommées d'applaudir à chaque mot que prononce l'animateur, et les soi-disant artistes qui sont reçus sont présentés toujours pas comme le plus grand vendeur de disques. Vous savez bien que c'est un gimmick télévisuel. Mais pourquoi continuer à accepter ce gimmick, puisqu'il continue à tromper les gens? C'est ça que je veux dire. La tromperie permanente finit par lasser à un moment donné. Il faut quand même sortir de ça. Il ne faut pas prendre ça comme quelque chose d'acquis. Mais alors là, je me comprends pas. Je finis sur la négligence, et sur, vous savez, cet exemple, j'en parle dans le livre. Quand ils ont reçu Jerry Lewis, par exemple, Canal+, ils n'ont pas été foutus de le filmer. C'est-à-dire qu'un caméraman n'a pas été assez attentif, parce qu'il n'y croit plus lui-même. Parce qu'il bouge beaucoup, Jerry Lewis. Non, justement, il ne bouge pas. Il a un timing, il a des gimmicks, justement, lui, des vrais gimmicks de musical qui sont connus depuis des dizaines et des décennies, et que tout le monde connaît. Il suffit de voir ses films ou des extraits de ses vidéos sur Internet, qui est un magnifique ensemble d'archives dans lequel on peut puiser, qui est libre d'accès. Eh bien, le réalisateur n'a pas été foutu de bien le cadrer. Il lui a cassé tous ses effets. Il avait 80 ans. Et on lui a posé des questions débiles. Voyez, et récemment au César, quand quelqu'un est monté sur scène pour rendre hommage à Claude Berry, c'est Richard Berry que le réalisateur a montré dans la salle. Voyez, et voilà, c'est pour vous montrer le degré d'inattention et de bêtise et d'ignorance. Mais Marc-Édouard Nab, en même temps, dans L'homme qui arrête d'écrire, vous reprochez aux jeunes gens que vous fréquentez, qui vous suivent partout, avec qui vous discutez, vous leur reprochez de snobber la télévision. Et vous dites, ils devraient la regarder plus. Alors je vous comprends mal. Mais c'est pas les mêmes émissions. Il faut aussi regarder ce qu'il y a d'intéressant. Voilà, pour se renseigner. Parce que l'ignorance aussi est tellement inculquée que même les jeunes, par dégoût, se sont privés de certaines choses qui pouvaient être intéressantes pour leur compréhension de leur désarroi contemporain. Vous voulez dire que l'actualité, la télévision continue d'en être le bon médiateur? Bien sûr, et d'essayer aussi de voir ce qui est faux et de ce qui est vrai. C'est une question de falsification. La falsification des personnes et la falsification de la parole est absolument quelque chose d'établi aujourd'hui, quelque chose de naturel. Voilà. Et c'est contre ce naturel que le narrateur, de temps en temps, non pas se révolte, car il n'a plus la force littéraire de se révolter, puisqu'il n'écrit plus, mais c'est contre ça qu'il est confronté au cours de ses pérégrinations. Alors, vous nous dites que dans cette époque, pour la première fois, on s'est coupé réellement du passé. À la limite, parfois, pour ne pas et du passé récent. Du passé récent, à la fois pour ne pas en être complexé aussi. Hein, oui, c'est bien ce que sûr. vous avez l'air de dire. Oui. Et en même temps, alors, vous vous décrivez vous-même en jeune, désargenté, comment pour aller vers ce qui vous intéressait, vous étiez obligé de prendre un train de banlieue, de courir les bibliothèques, d'aller au cinéma, d'attendre que le film passe, d'être là avec votre magnétoscope à la télé, pour choper à la télévision le document qui vous intéressait, d'aller faire des photocopies à Beaubourg. Aujourd'hui, effectivement, vous le disiez, grâce à Internet, c'est gratuit, tout est là. Pas tout, mais beaucoup de choses sont là. Or, vous avez l'air de dire que Internet, justement, c'est ce qui a modifié tellement les esprits, et pas dans le bon sens. Mais il faut savoir s'en servir, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que tant mieux si tout est sur Google, si tout est internetisable et qu'on peut trouver ce qu'on veut. C'est très bien, parfait. Mais comme je dis, il faut quand même qu'il y ait encore la passion. Alors, où va-t-elle se trouver? Où va-t-elle se nicher dans l'homme, la passion et l'effort qu'il faut faire pour trouver les choses? C'est l'obstacle qui rendait ça passionnant? C'est pas l'obstacle, c'est aussi la lucidité, savoir où est le bon. C'est juste ça. Parce qu'il y a des choses extraordinaires à retrouver, ne serait-ce que dans les archives même récentes, et les documents et les choses à comprendre. Moi, je ne suis pas pour absolument la vieille méthode je racontais simplement que moi, évidemment, ça n'existait pas à l'époque Internet, et c'est d'ailleurs pour ça que mon livre peut se diffuser comme ça aujourd'hui. Donc non seulement je m'en réjouis, mais il faut savoir l'utiliser. Il ne faut pas être noyé dedans. Et ce qui manque toujours pareil, c'est l'initiation, c'est le goût de savoir où se trouvent les bonnes choses. Voilà, c'est tout. Mais comment ça s'acquiert, ça? Ça s'acquiert au contact d'abord l'instinct. Il y a un énorme instinct qu'il faudrait retrouver. Il faut retrouver l'instinct et la volonté de comparaison. C'est-à-dire que je suis persuadé que si on montre justement une œuvre, comme je disais tout à l'heure, d'art contemporain et une véritable œuvre d'art moderne, quelqu'un, même un enfant de 5 ans ou un adolescent, peut
voir la différence. Mais il faut absolument qu'il y ait les deux. Et c'est parce qu'on a enlevé un des deux éléments que la plupart des gens se retrouvent devant le faux et évidemment ils sont déçus. Ils n'osent pas le dire parce qu'ils peuvent être complexés, parce que les autres derrière, tous ces faux types qui balancent sans arrêt des fausses informations sur les faux artistes et sur le faux art et la vraie culture, les noient et les enfument, si vous voulez. Mais si jamais la comparaison était faite sans arrêt, eh bien ça serait parfait. Tout le monde et surtout le monde des jeunes comprendrait la différence. Et d'ailleurs la plupart le font quand même. Je ne suis pas du tout désespéré puisque je vois quand même autour de moi beaucoup de jeunes gens extrêmement perspicaces et qui sans culture et sans se laisser avoir par le faux enseignement des plus grands et des faux adultes, eh bien ils arrivent à s'en sortir et à reconnaître tout de suite ce qui est bon et de ce qui est pas bon. D'ailleurs, dans l'homme qui arrête à d'écrire, tous vos héros finalement sont des jeunes. Mais bien sûr. Ils ont tous 20 ans. Bien sûr, entre 20 et 25 ans. Ben oui, parce que enfin, d'abord c'est beaucoup plus intéressant de vivre auprès d'eux que au milieu des gens de ma génération qui sont déjà ils ont démissionné. La plupart des écrivains de mon âge, ils ont mis leurs couilles au vestiaire et ils ont, voilà, c'est tout. Ils ont dit, ok, c'est fini, je vais continuer à vivre ma petite vie comme je la vivais dans les années 80, faire fructifier mon œuvre, continuer à re-signer avec des éditeurs, rééditer mes livres dans des collections de poche, continuer à fréquenter mes confrères dans des restaurants toujours les mêmes, à midi ou le soir, faire partie des prix littéraires, continuer à travailler pour entrer à l'académie, etc. Enfin, c'est grotesque. Ça, c'est le contraire de la vie. Moi, comment on a pu croire pendant un instant que j'avais arrêté d'écrire ou que j'avais pu démissionner. Donc c'est pour ça que je compte sur les doigts d'une main les gens qui n'ont pas cru que j'avais arrêté d'écrire. Comment c'était possible? D'ailleurs, il suffisait de voir mes tracts. En voyant mes tracts, on pouvait penser que j'avais arrêté. C'était quand même de l'écriture. Si je ne me trompe. Dans ce livre, un véritable, je disais, c'est à la fois un manuel d'autodéfense pour cette jeune génération, mais c'est une espèce d'appel à la contestation générale aussi. On a l'impression que vous comptez beaucoup sur cette génération, et en même temps, vous méfiez beaucoup de la démocratisation de la culture. Tout ça, vous n'y croyez pas beaucoup. Vous avez l'impression que la culture, d'ailleurs, et la démocratie sont intrinsèquement mêlées, alors que finalement, vous êtes plutôt quelqu'un qui compte sur les gens. Vous avez confiance dans les gens, en tout cas ceux qui ne sont pas encore abîmés par l'époque, si l'on peut dire. J'ai toujours eu confiance en les gens, mais comme vous dites. Mais vous savez, quand j'avais 25 ans, je fréquentais que des types de 50. Parce que pourquoi? Parce qu'ils avaient justement le savoir et ils avaient l'énergie. Vous l'avez connu comme moi. Vous avez connu cette époque où on était avec des types de 50 ans. Ne vieillissez pas trop, non? Non, mais enfin, vous le savez très bien. À l'époque de l'Idiot International et même moi avant avec Harakiri, etc. Donc c'était des gens qui mettaient le feu dans la vie réelle. On parle de ça. Aujourd'hui, c'est terminé. Alors aujourd'hui, que maintenant j'en ai 50, je fréquente plutôt des gens de 25. C'est un juste retour des choses. Parce que les types qui nous ont opprimés, nous, dans notre jeunesse, sont les mêmes aujourd'hui qui continuent à s'accrocher à ce vieux bout de planche en plein naufrage. Vous voyez? Je pense par exemple à la scène qui est presque de l'anticipation sur les journalistes, où j'imagine que tous les journalistes, les célèbres journalistes, vous savez, les Geoffrin, les Serge July, les Jean-François Kahn, les Edwy Plenel, tout ça, tous ces types qui ont fait un mal fou à l'information et à l'esprit de l'époque qui nous a précédés. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'ils ont fait leur métier de journaliste, vous avez l'air d'être contre. Se sont ligués, se sont réunis pour créer un journal. C'est ce que je dis à un moment donné, une sorte de journal commun, parce qu'ils sont tellement obsédés par le danger d'Internet qu'ils veulent absolument faire un dernier journal. C'est le dernier journal avec tout. Mais ils ne se rendent pas compte dans ma scène, et c'est réel aussi dans leur vie de tous les jours et dans leurs exactions journalistiques, que le problème vient d'eux. C'est parce que le public en a rien à foutre et en a marre de voir sans arrêt leur gueule et leurs propos lénifiants à longueur de médias pour expliquer la vie, soi-disant, et les informations et la réalité, alors que c'est tout sauf la vie et la réalité. Vous dites ça aussi parce que, comme vous le dites d'ailleurs à longueur de livre, ils vous ont boycotté depuis 25 ans. Mais non, c'est même pas. Mais je ne suis plus dans cet état de vengeance personnelle. Je suis toujours dans la vengeance, si vous voulez, mais elle est beaucoup plus générale. Je pense plus à moi. Moi, je m'en fous. Je suis sauvé, moi. Ça y est. Où est le problème? Grâce à cette anti-édition, je ne dois plus rien à personne et je suis sorti vraiment par le haut et la tête haute de tous ces soucis à la fois sociaux, littéraires et éditoriaux. Donc c'est pas pour moi que je parle. Voilà. Mais si mon livre peut servir à indiquer la voie pour certains, j'en serais ravi. Dernière question, Marc-Édouard Nab, est-ce que vous allez vous remettre à écrire maintenant? Mais j'ai jamais cessé d'écrire. Jamais cessé une seule seconde de ma vie. J'ai jamais cessé d'écrire. Depuis que j'ai commencé à vouloir que ma passion artistique se transforme en écriture, alors qu'elle était d'abord de la musique, ensuite de la peinture. Néanmoins,
il paraît que ce livre-là, c'est le seul que vous refusez de dédicacer. Et oui, parce que ça fait partie du concept. Du rôle. Du rôle du personnage. Il a arrêté d'écrire, donc il va jusqu'à arrêter aussi de signer. Merci Marc-Édouard Nab d'être venu sur le plateau de Ce soir ou jamais.